propose que le professeur Van der Leef conclue notre journée. Bon, ben ça évidemment une tâche impossible. J'ai des notes, des notes, des notes et des notes. Je suis venu de l'extérieur. Je vais vous faire quelques remarques de choses qui pourraient être utiles et quelques remarques sur des choses qui, selon moi, n'ont pas été suffisamment soulignées dans ce colloque. Et je vais commencer avec donc dire que, pour moi, la grande pluridisciplinarité qu'on a vue a été une énorme surprise positive. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, pour vous tous, fondamental si votre métier veut sortir de la stabilité dans laquelle elle se trouve. Ensuite, ce que je voudrais prendre, c'est, à partir d'un petit essai de Jorge Luis Borges, le contraste entre deux mondes. Un monde qui n'a pas de verbe et un monde qui n'a pas de substantif. Et c'est très intéressant parce que le monde qui n'a pas de substantif doit avoir tout en relation, et le monde qui n'a pas de verbe ne peut que créer des entités. Et je pense que ça, c'est en fait une sorte, et là je ne connais pas le mot en français, a tangled hierarchy, c'est-à-dire une hiérarchie qui peut enchevêtrer, c'est ça, je connais le truc, mais je ne me rappelle plus. Et l'intérêt d'accentuer ça, c'est pour moi que dans une telle hiérarchie enchevêtrée, on ne peut pas échapper, sauf si on la déclare hors fonction et on la brise totalement. À ce moment-là, il faut faire quelque chose qui est pour beaucoup d'Occidentaux très difficile, c'est-à-dire d'accepter l'ambiguïté comme principe fondamental des choses. Et là, j'ai vu qu'on n'est pas encore tout à fait là. Donc ça, c'est une chose que je voudrais accentuer. Une autre que je voudrais accentuer, c'est pour moi deux domaines qui n'ont pas vraiment été travaillés, aujourd'hui au moins, dans leur importance. L'une, c'est l'importance du long terme. Vous parlez de personnes, et vous parlez de propriété, et vous parlez de territoire. Eh bien, pendant une très longue période, c'est-à-dire la plupart de l'histoire de l'humanité, l'humanité n'a quasiment pas utilisé d'hypothèse. Elle avait un arc et des flèches, quelques petits outils en pierre. Qu'est-ce qui a, et ça c'est une question fondamentale, qu'est-ce qui a changé entre 25 000 et 10 000 avant, où cette accumulation d'outils, de procédures, de concepts plus définis a été mis en place. Et moi je crois profondément, et ça touche à un autre élément qui me manque dans votre discours, que c'est une question des sciences cognitives. Moi je suis convaincu qu'il se passe autour de, disons, entre 100 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, une transformation dans laquelle la limite biologique qui a régi jusqu'à ce moment-là l'évolution de la technicité de l'homme est en fait surmontée parce que vers 100 000, on trouve que l'homme peut gérer, on peut le documenter avec une histoire de silex que je ne vais pas vous répéter, mais peut traiter autour de 7 ou 8 dimensions, c'est-à-dire des sources d'information, dans sa conceptualisation d'une réalité. Ça ouvre la voie à un tel énorme éventail de relations entre les variables qu'à partir de ce moment-là, un autre mécanisme se met en place, c'est-à-dire une élaboration entre l'observation des problèmes, des défis, la connaissance à propos de cela, qui augmente donc le réservoir, je dirais, de connaissances, qui en soi permet donc d'entrevoir d'autres problèmes qui
génère d'autres connaissances, etc., etc., etc. À un certain moment dans cette évolution, à partir de 27 000, on voit que l'homme change d'une perception personnelle, non, je ne dois pas dire personnelle, mais au moins individuelle, à une collaboration sociale qui permet d'entrevoir plus de dimensions. Parce qu'on fait l'interaction, chacun apporte quelque chose, ce qui ça change, c'est que la communication devient infiniment plus importante. Bon, ça étant dit, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a donc un long terme dans lequel l'homme accumule des solutions, des manières de faire, des manières d'agir. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous a amenés où nous sommes en ce moment. Donc je voudrais juste accentuer, je ne dis pas que mon explication est acceptée par tout le monde, mais il est clair que le domaine de la cognition a joué un rôle important là-dedans. Il a aussi joué un rôle important là-dedans parce que, et là je suis un peu les ouvrages de Kahneman et ces gens-là qui ont eu le prix Nobel pour ça, qu'on arrive à une manière de voir comment les catégories se créent. Et une bonne partie de ce que vous faites, c'est la création de catégories. Donc il faut un peu se demander comment est-ce qu'on fait. Et donc selon eux, ce qu'on fait d'abord, quand on a des phénomènes et on n'a pas encore de catégories, on accentue dans la comparaison les similitudes. Une fois qu'on a une catégorie, et on compare d'autres phénomènes avec, on va en fait accentuer les dissimilitudes. Ce qui fait qu'au départ, on crée une catégorie qui est ouverte, c'est-à-dire on sait ce qui peut être dedans, mais on ne sait pas encore ce qui ne peut pas être dedans. Et avec l'évolution de cette conceptualisation, on arrive aussi à définir des choses qui ne rentrent pas dedans. Donc on clôt une catégorie et d'autres catégories vont être créées. Je pense que réfléchir un peu sur cette dynamique serait peut-être utile à ce que vous faites. Je juste le format, c'est permanent. Ah mais c'est bien, je ne savais pas. Là, mon ignorance est totale, et je le mets volontiers. Donc merci, et merci de me donner des références. Là. Je voudrais aussi, en t'adressant plus directement, quand tu parles donc des tensions, des flux, introduire un concept qui, pour moi, était très important. C'est à partir de l'ouvrage d'Ilya Prigogine d'utiliser son concept de structure fluide de dissipation. Et ça, pour moi, c'est une manière de décrire comment l'information joue son rôle dans la société. C'est-à-dire, le principe de base est très simple, il dit, imaginez-vous un bassin plein d'eau. Et jusqu'à maintenant, on a toujours défini que ce bassin plein d'eau, c'était une structure. Maintenant, on tire le bouchon. Et donc, il y a un potentiel qui se développe. Et lui, il dit, mais la chose intéressante, c'est maintenant de voir que le bassin plein qui était fermé n'était pas une structure, c'était du chaos. Mais la structure se crée quand on applique le potentiel. Et je pense que le potentiel, c'est un concept intéressant. Je n'ai pas du tout encore une vision comment ça pourrait rentrer là-dedans, mais ça me semble quelque chose qui serait intéressant à discuter à un moment. Bon, qu'est-ce que je vais faire de plus? Mais il y a plusieurs autres choses. Notamment, je voudrais introduire le concept, et il est peut-être aussi chez vous connu, de niche creation. C'est-à-dire un concept en biologie sur comment toute espèce, tout individu n'existe qu'en se créant son propre contexte. Et le contexte, évidemment, il crée l'individu. Je pense que c'est un concept très fort. On explique comme ça, par exemple, de manière, je pense, beaucoup plus subtile que le météore qui serait tombé sur la Terre, la disparition des dinosaures. Parce qu'on dit, en fait, une fois qu'ils étaient moins qu'un certain nombre, l'environnement a tellement changé qu'ils ne pouvaient pas revenir.
Donc là, il y a aussi, je pense, une dynamique qui est peut-être intéressante à essayer de développer. Un autre élément que je voudrais souligner, c'est en fait la position particulière de l'approche, je dirais, judéo-chrétienne et musulmane de la relation entre l'idéal et l'humain. Il est très intéressant de comparer cette position avec la position grecque. La position grecque, c'est que les dieux sont des êtres quasiment humains qui ont un comportement humain important, donc en fait, les dieux reflètent l'humanité. Dans l'autre optique, on se pose un idéal et l'humanité essaye de vivre selon un idéal. Et donc, pour moi, cette pose d'un idéal, qui pour moi, dans le problème de la durabilité, est en fait tellement manifeste qu'on ne peut pas en échapper, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus, et il faut notamment réfléchir là-dessus avec le taoïsme comme troisième concept, où en fait, l'on n'a pas l'idée d'essayer d'atteindre un idéal, mais on dit, mais on fait le mieux qu'on peut au moment même, et ça va suffire. Et on est donc valorisé en faisant cela. Ça, c'est un autre truc. Alors, une chose, si j'ai encore 2 minutes, c'est vous parler de l'interaction science et politique ou science et policy. Donc, et je pense que là, on n'accentue pas assez le fait que la science atteint sa crédibilité et son sens de comprendre les choses en enlevant au phénomène toutes les dimensions qui brouilleraient. C'est-à-dire, et là je reviens à ce que j'ai dit au départ, cet effacement entre signal et bruit est très important. Et les scientifiques, ils sont focalisés sur un nettoyage du signal, je dirais. Un politique ne pourrait jamais survivre même 4 ans s'il faisait ça. Parce que s'il faisait ça, il perdrait la plupart de son audience. Donc il faut que lui, il fait l'inverse du scientifique et qu'il accentue justement l'ambiguïté encore. Ce qui m'a intéressé aujourd'hui beaucoup, c'est le fait que, en tant que juriste, vous êtes un peu entre les deux. Et ça, c'était quelque chose à élaborer, je pense, que j'en ai parlé à un moment aussi dans la marche de la Réunion, mais c'est vraiment important. Dernièrement, parce que je peux continuer à l'infini, c'est une question de l'illusion du contrôle. Je vais le prendre par ce bout-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce concept. Hein. Je pense que c'est fondamental à nos sociétés. Et je le dis parce que je suis convaincu, à cause encore d'un problème de cognitif, c'est-à-dire la limite supérieure du nombre de dimensions qu'on peut entrevoir, que quand nous agissons dans l'environnement, soit c'est dans l'environnement social, technique ou naturel, nos actions sont déterminées par une infinie partie des dynamiques qu'on peut observer. Une fois qu'on agit sur l'environnement, on touche à toutes ces dynamiques qui sont intégrées dans ce système complexe. Et donc, chaque fois, on trouve une sorte de solution qui va tenir pour un certain temps, mais qui nécessairement créera tellement de problèmes qu'il faudrait justement peut-être changer ou essayer d'aller dans une autre direction et au moins tenter d'entrevoir dans la conception d'une direction ou d'un événement quelles pourraient être les suites inattendues de votre approche. Maintenant, là, je touche à l'éducation dans nos sociétés qui est entièrement visée, dès le premier moment de l'éducation, à la fois socialiser et stimuler les enfants. Pour faire cela, ces 2 dimensions qui sont tout à fait contradictoires, ce qu'on fait en fait,
on leur socialise autour de connaissances, c'est-à-dire des séquences de causalité qui en fait sont assez arbitraires. Et donc d'aller de là à une éducation où on instille à tout enfant très tôt qu'il y a toujours des alternatives et qu'il faut évaluer les alternatives, je pense que ça donnerait une perspective tout à fait différente. Donc pour moi, je crois qu'à cause de ce problème cognitif, on aura toujours des solutions qui créeront des problèmes. Et donc on contrôle absolument bien. Et j'irai plus loin, je dirais que nous, en tant que scientifiques, on essaye de comprendre ce qui se passe, mais en l'essayant, on crée une telle distorsion de la situation qu'on a l'illusion de comprendre et on en comprend de moins en moins. Bon, je voulais aussi dire quelque chose à propos de la personne, mais je ne vais pas tout faire ça. Je vais parler un tout petit moment de la territorialité, parce que la territorialité est en fait quelque chose qui est très tardif dans notre société occidentale. Au 8e, 9e siècle, les gens, n'importe où ils étaient en Europe, étaient jugés pas selon l'endroit où ils étaient, mais selon le droit de leur tribu. Donc on n'avait pas de territorialité. Et je pense qu'en fait, la territorialité a très grandement gagné au moment, au 18e, 18e siècle, où les nations ont essayé de se constituer. Et donc là, je pense aussi, et c'est pour ça que j'accentuais l'idée de l'importance du long terme, il faudrait peut-être de temps en temps un petit peu relativiser. Vous parlez tous du présent, mais il faut au moins dire que vous parlez du présent. Et que ce n'est pas tout à fait la même chose pour toute l'humanité, pour toute son histoire. D'ailleurs, c'est la même chose pour beaucoup d'autres phénomènes dont on a parlé, dont je connaîtrais des exemples contraires. Un que je vais vous raconter parce que c'est une aventure personnelle assez intéressante. On était en Papouasie et on avait un copain qui gérait une petite boutique dans le village. Et on était vraiment loin de tout. Donc, lui, il achetait avec nos sous des tas de trucs, il mettait dans son boutique, et dans l'interstice entre nous, avant qu'on revenait, tout était vendu. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre qu'on pouvait vendre les choses à un prix un tout petit peu supérieur au prix d'achat. Absolument impossible. J'ai pris 48 heures avec une calculette pour essayer de lui faire comprendre. Mais en tant qu'anthropologue, j'ai compris que c'est pour lui le profit de cette boutique, ce n'est pas les articles, c'est que ça lui donne un statut personnel. Et ça, c'est qu'un cas, j'en ai d'autres dans d'autres coins, mais pour montrer que là, il faut aussi, notamment quand on parle de globalisation et d'internationalisation, se rendre compte que même si les dirigeants dans certains pays ont plus ou moins adopté notre manière de penser, les populations qui les représentent ne l'ont pas du tout. Et donc, il y a un vrai problème là dans l'internationalisation. Bon, j'en termine avec ça. Merci beaucoup de cette très très riche journée. Merci Sander. Merci. Voilà, nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est nous remercier tous et surtout remercier Véronique ici présente et Nicolas.